Il n'y a pas de micro. On n'aura malheureusement pas de micro ce soir, donc je vais... Ah oui, ça pourrait être intéressant de débrocher pour que... Je dois tenir 1 heure. Après, si j'ai plus de voix, ça va. Mais... Donc, je suis très heureux de vous retrouver cette année. Il y a plusieurs têtes connues que je retrouve avec plaisir, puisque j'avais déjà eu l'occasion de venir l'année dernière vous faire donner quelques conférences. Donc, cette année, on va rentrer dans un nouveau thème. L'année dernière, on avait abordé la question de la personne humaine et quelques-unes des dimensions de la personne humaine. Alors, le thème qu'on va voir cette année, qui s'appelle l'art et la prudence. Alors, qu'est-ce que c'est que cet objet non identifié? Je vais essayer aujourd'hui de vous présenter l'intérêt de cette question et de ce qui se cache derrière ces deux mots et l'intérêt que ça peut avoir chacun dans notre vie pratique et dans notre vie humaine. Alors, le thème, il n'est pas complètement étranger à ce que nous avions vu l'année dernière. Il ne demande absolument pas d'avoir suivi les conférences de l'année dernière. Oui, c'est un lapsus, ça, c'est inquiétant. Voilà, suivi les conférences de l'année dernière, mais l'intention, et je pense que c'est en lien, en écho avec votre activité à Magdalena, c'est vraiment d'essayer de connaître l'homme et de pouvoir de plus en plus et de mieux en mieux le connaître, de plus en plus en profondeur, puisque vous êtes tous les jours confrontés à l'humain à travers votre activité de bénévole et au-delà d'abord dans votre vie humaine. Donc seulement, cette année, on va l'aborder la question de l'homme sous un autre point de vue, par une approche un peu différente, puisqu'on va essayer de regarder cette chose très fondamentale qui est la vie pratique de l'homme, c'est-à-dire tout le domaine des activités, des actions de l'homme. Alors, pourquoi ce sujet ? En fait, c'est un sujet qui est très fondamental et j'aimerais un peu vous montrer pourquoi aujourd'hui, qui peut paraître abstrait ou éloigné de préoccupations quotidiennes ou de l'actualité, mais vous allez voir, j'espère qu'en fait, on est au cœur de problématiques très, très contemporaines et ce sujet et ces questions nous permettent d'éclairer beaucoup de choses, à commencer par notre vie quotidienne et notre vie pratique. Il y a des enjeux derrière ce thème qui sont très, très importants. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que notre vie pratique, alors je répète bien, quand je parle de la vie pratique, je parle du domaine de nos actions, de nos activités. C'est en réalité la première chose qu'on étudie en philosophie, puisque le point de vue sous lequel je me placerai ce soir, c'est celui de la philosophie, c'est-à-dire essayer de comprendre l'homme à partir de ses expériences, à partir de l'expérience des gens qui nous entourent, les expériences des autres hommes, pour essayer de comprendre qui est l'homme. Quel est le sens de sa vie? Quelles sont les différentes expériences qui construisent sa vie, qui façonnent sa vie et qui le structurent comme personne humaine? Eh bien, en fait, on va voir aujourd'hui que cette vie pratique, tout ce domaine de nos activités, il implique comme deux grandes orientations fondamentales qui sont en même temps distinctes, mais qui ne sont pas séparées et que très souvent, et c'est un des points qui m'intéressera et ce sera pour les prochaines conférences, nous confondons et cela a énormément de répercussions dans nos vies. Alors quelles sont ces deux grandes orientations qui traversent nos activités? Il y a d'abord une dimension tout à fait fondamentale qui est la dimension artistique de l'homme, entendue au sens très large de l'homme qui produit, qui réalise. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Et à travers laquelle l'homme devient producteur d'œuvres et réalise quelque chose, c'est tout le domaine du travail. Et c'est une de nos activités qui nous occupe le plus dans nos journées. Alors on aimerait parfois que ce soit un peu autrement, mais c'est un fait, le travail occupe énormément nos vies et nous sommes aujourd'hui dans un monde très façonné par le travail. On n'est pas aujourd'hui dans un monde paresseux, je pense. On est vraiment dans un monde où le travail occupe une place énorme dans nos vies par notre activité professionnelle et par d'autres formes que la vie professionnelle. Ça, c'est cette première dimension de la vie humaine qui est cette dimension de réalisation. Et on va voir qu'elle est très fondamentale et qu'elle peut envahir tout le reste de nos activités. Et puis l'autre dimension, c'est ce qu'on appelle la dimension morale de l'homme. Et je m'expliquerai aussi sur ce terme-là qui prête souvent à confusion, qui n'est pas vraiment dans le vent. Parler de morale aujourd'hui, on entend tout de suite faire la morale aux personnes. Et on verra que ce sont deux choses très différentes. La dimension morale, elle est fondamentalement commandée par la recherche de notre bonheur, par la recherche de notre épanouissement personnel. Vous voyez, donc il y a deux grands types d'activités, une activité réalisatrice de l'homme et une activité morale de l'homme qui conquiert son bien par une activité intérieure, en lien avec les autres,
en lien avec la vie sociale, plongé dans tout un conditionnement, dans une culture. C'est extrêmement complexe comme activité. Or, et c'est pour ça que j'ai choisi ce thème-là, et c'est surtout ce qu'on verra dans les dernières conférences, parce que nous aurons 4 conférences pour vous prévenir. Il y a 4 conférences qui se dérouleront ce thème qui pourrait occuper 3 ans de philosophie, mais on va essayer de condenser un peu quelques pistes pour essayer d'ouvrir quelques pistes pendant ces 4 conférences. Et bien très facilement, ces 2 dimensions, l'une ou l'autre va prendre le pas sur l'autre. Vous voyez, soit l'aspect moral est tellement développé qu'il finit par étouffer la vie artistique de l'homme. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus fréquent aujourd'hui, mais ça peut arriver dans certaines formes d'éducation qui deviennent tellement moralisantes que toute la créativité de l'enfant, que toute l'inventivité de l'enfant, elle est étouffée parce que quasiment interdite, quoi. Alors ça, c'est dans des cas vraiment extrêmes, mais ça peut arriver dans une moindre mesure. Et ce qui est plus fréquent, c'est que la dimension artistique, je dirais l'artiste qui est en nous, va prendre tellement de place dans l'homme ou la femme qui est en nous qu'il va étouffer le reste, vous voyez, qui va mettre l'homme au service de son activité artistique, et on va voir comment ça peut se décliner. Ça se décline de plusieurs façons, et même parfois en méprisant cette dimension morale qui est considérée comme inutile ou un peu castratrice, voilà, et qui étouffe l'homme. Et donc, au fond, l'une ou l'autre peut déteindre sur l'autre activité, et ça a énormément de conséquences sur, je dirais, la construction de notre vie humaine. Ça a des conséquences psychologiques que j'essaierai d'évoquer au fur et à mesure. Mais en philosophie, on n'essaye pas seulement de voir les conséquences psychologiques de ces questions-là, on essaye de voir ce qu'on appelle les principes et les causes. On essaye de remonter aux causes profondes, et non pas simplement au conditionnement psychologique, au type de personnalité de l'homme moral, de l'homme artiste, qui sont des choses extrêmement intéressantes à étudier, mais on essaye en philosophie de remonter aux causes profondes de tout ça. Alors, pourquoi c'est un thème important à aborder? Et pourquoi c'est un thème qui peut vous toucher, vous, directement? Alors, la première réponse, c'est parce que ça a énormément de répercussions sur nos vies pratiques à nous, à chacun d'entre nous. Et je pense qu'à travers ce qu'on pourra voir ensemble, sans doute, vous vous sentirez plutôt visé par tel ou tel aspect, et ça touchera quelque chose de votre expérience, parce que c'est l'expérience humaine qui est derrière ça, qui est l'expérience de tout homme, parce que tout homme a une dimension morale, et tout homme a une dimension artistique. Et qu'on ait une fibre artistique, qu'on se développée ou pas, tout le monde a ses différentes expériences. Donc on se retrouve tous dans ces questions-là. Et donc ce thème est important parce que pour que notre vie soit pleinement humaine, qu'elle soit pleinement développée ou le mieux développée possible, et c'est tout le travail de toute une vie, on n'a jamais fini de développer notre vie humaine, pour qu'elle soit pleinement développée, il faut permettre à ces 2 dimensions, à chacune de ces dimensions, de pouvoir être pleinement vécue comme elle le doit. Vous voyez, à sa place, sans s'étouffer mutuellement. Vous voyez, si on moralise l'art, pour donner un exemple, et je donnerai quelques exemples au fur et à mesure, si on moralise l'art, on empêche l'art d'être lui-même. Une moralisation excessive de l'art, et on verra ce que ça veut dire, étouffe l'art, en fait. L'art a une autonomie par rapport à la morale. Et c'est des questions très, très actuelles aujourd'hui, puisqu'il y a le phénomène de la transgression morale dans l'art contemporain est extrêmement fort. À mon avis, ça en est même devenu un académisme. Alors ça, vous dites ça à un artiste d'art contemporain qu'il est académique dans sa transgression, il vous saute au cou, il vous égorge directement. Mais je pense qu'il y a un académisme aujourd'hui de la transgression parce que, voilà... ça fait un siècle qu'on le pratique, donc au début il y avait une originalité, maintenant on a en plus à peu près tout fait dans ce domaine-là, donc il n'y a plus grande surprise, quoi. Mais effectivement, si on moralise l'art, on l'empêche d'être lui-même, et à l'inverse, si on vit sa vie morale sur le champ de manière artistique, un peu comme un art de vivre. Vous savez, quand vous allez sur les bibliothèques, dans les librairies, sur les frontons des librairies, vous avez tout un tas de petits livres de conseils, d'art de vivre, d'art de sagesse, etc., où très fréquemment, il y a une confusion assez forte entre la dimension morale et artistique. Alors, la première raison pour laquelle ce thème est important, c'est parce que c'est un thème qui touche notre expérience pratique, notre expérience humaine. Vous voyez, au-delà de nos éducations, de nos origines, de nos histoires personnelles, ce sont 2 dimensions qui sont proprement humaines. Donc forcément, elles existent dans chacune de nos vies d'une façon ou d'une autre. Et puis, ça c'est les points sur lesquels j'aimerais m'arrêter quelques instants avec vous, c'est que l'activité artistique, au-delà de notre vie pratique personnelle, l'activité artistique, au sens large du terme, c'est-à-dire l'activité de production, le domaine du faire,
a pris une place énorme dans le monde d'aujourd'hui, et avec de grandes répercussions sur la vie sociale, la vie politique, la vie économique, des questions éthiques très sensibles aujourd'hui aussi qui se posent en raison de la place de l'activité artistique dans le monde d'aujourd'hui, qui risque parfois, pas forcément, il ne s'agit pas de diaboliser les choses, mais parfois, ça risque d'étouffer un peu, voire beaucoup, la quête personnelle la plus intime et la plus intérieure de chacun de nous, dans la conquête de notre épanouissement personnel le plus profond, le plus personnel, le plus spirituel, en raison de cette emprise de l'activité artistique qui est si forte aujourd'hui et qui risque parfois d'étouffer la capacité de l'homme à tendre vers son bonheur par des chemins qui sont plus simples. Alors, quelques points pour illustrer ça, parce que je pense que ça se manifeste de différentes façons, cette emprise de l'activité artistique aujourd'hui. Je dirais, le plus visible, à mon avis, et le plus prégnant, c'est la place de l'efficacité dans le monde d'aujourd'hui. Alors, il y a parmi vous des étudiants, il y a beaucoup de gens aussi qui sont dans la vie professionnelle. Vous êtes tous bien placés pour savoir que la question de l'efficacité, du rendement dans votre activité professionnelle est un point déterminant sur lequel vous êtes jugé dans votre métier. Ce qui est normal, Je veux dire, l'efficacité, c'est une qualité. Mais effectivement, je dirais la caractéristique du monde occidental tel qu'il s'est développé depuis plusieurs siècles, par rapport à d'autres cultures et d'autres civilisations, c'est la place de l'efficacité. Même si maintenant, je vais dire, je ne sais pas si je parle trop fort, ça va s'entendre. Bon, je vais continuer. On défend chacun notre précaré et puis voilà. Donc, il y aura peut-être un arrière-fond sur l'iPhone, mais bon. Et alors, donc la place de l'efficacité, bon, il faut faire abstraction. Donc, la place de l'efficacité, dans je dirais, les 3 derniers siècles de nos civilisations, notre culture occidentale a pris beaucoup de place. Vous voyez, la place de la puissance de l'homme, cette fascination qu'il y a pour la puissance de l'homme dans sa maîtrise de la nature grâce à la technologie. C'est quelque chose qui marque beaucoup, je dirais, depuis le 19e siècle en particulier. Ça se profile déjà chez Descartes, qui dit que grâce à la science moderne, on pourra devenir maître et possesseur de la nature. Ça, c'est des expressions bien connues. Et ça s'est beaucoup développé à partir du 19e siècle, avec cet espoir de pouvoir modifier par la technique le monde d'aujourd'hui. Et il y a vraiment une fascination que donne la science et la technique aujourd'hui, à cette capacité de maîtriser l'environnement et le destin de l'homme, et qui est vraiment une caractéristique de nos cultures. Et voyez la façon dont aujourd'hui on juge la bonne santé des différents pays. Sur quel est le critère pour juger de la bonne santé d'un pays? C'est l'aspect économique, c'est-à-dire l'aspect de l'efficacité économique, qui est un domaine de l'efficacité. Vous voyez, aujourd'hui, pour juger, on classe les pays en fonction de leur PIB, de leur dette publique, de leur puissance économique. C'est essentiellement le critère pour juger de la force d'une nation. On ne juge pas tellement la sagesse de vie, les qualités de relations humaines qui habitent les cultures. Ce n'est pas tellement ce qui est le plus prégnant. Vous voyez, on juge sur ce qui est le plus visible, c'est-à-dire l'efficacité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une certaine fascination aujourd'hui, je pense aussi, enfin un intérêt, ça ressort aussi dans le domaine cinématographique, vous voyez, pour des cultures qui sont des cultures qu'on dit plus primitives, plus traditionnelles, où la technique est beaucoup moins développée, où apparemment l'homme serait beaucoup plus heureux, l'efficacité est moins prégnante et qui permettrait un épanouissement plus grand. Avec l'idée qu'au fond, finalement, le développement de la technique et de l'efficacité est inversement proportionnel au bonheur des individus. Vous voyez, on a un petit peu, et vous avez des personnes qui vivent comme ça, un peu l'idée de revivre un peu selon le bon sauvage, un retour à la nature très foncier, en supprimant tout ce qui est technique, parce que l'efficacité et la technologie, finalement, abîment tout, et donc il faudrait revenir un peu à un état sauvage, et donc on va vivre sous une yourte, des choses comme ça, avec un peu d'originalité. Et parce que, au fond, cette efficacité est devenue telle qu'à un moment, on en crève, de l'évaluation de l'homme par l'efficacité. Et ça marque beaucoup la vie professionnelle. Alors l'efficacité, c'est le domaine du travail, c'est le domaine de l'activité artistique, c'est une qualité de l'activité artistique. C'est une qualité de l'homme qui réalise quelque chose. Quand vous êtes au travail, si vous n'avez aucune efficacité, il manque quelque chose. Mais c'est
je dirais, entre guillemets, valeur du travail, l'efficacité. Ce n'est pas le tout de notre vie humaine. Et ça pose la question de ce que serait une vie sans efficacité. Et c'est une question très importante par rapport à la mission de votre association. Vous voyez, que vaut la vie humaine des personnes que vous rencontrez, dont l'efficacité, le rendement sont réduits parfois à plus rien ou à quasiment rien. Et ça pose des questions éthiques. Est-ce que ces vies sont des vies qui ont encore de la valeur? Alors on le dira peut-être en tant que chrétien, parce que toute personne est aimée de Dieu, créée par Dieu, etc. Mais du point de vue de notre expérience humaine, du point de vue vraiment humain, de ce que vous rencontrez, est-ce que c'est une vie qui a encore une valeur, une vie sans efficacité? C'est une vie où il y a quelque chose qui est blessé. Mais est-ce que la vie humaine se réduit à l'évaluation de son efficacité? C'est un problème hyper contemporain, on pourrait développer beaucoup de choses là-dessus. L'autre, c'était le premier point que je voulais voir sur la place de l'activité artistique aujourd'hui. L'autre domaine, vous voyez, qui est en lien avec l'efficacité, c'est cette alliance entre l'art, les sciences et la technique, avec le vœu, l'illusion, je pense, de pouvoir recréer un monde nouveau. Ça a été très fort au XXe siècle. L'idéologie marxiste est marquée par ça, la création d'un homme nouveau, par la praxis, par le travail, par la technique, avec l'illusion qu'on allait enfin arriver à une société qui était pacifiée, juste, droite. Enfin, on mettrait fin au mal, aux tensions. Alors par ça, il y avait une étape, il y avait une étape intermédiaire, c'était la révolution du prolétariat. Voilà. Bon, malheureusement, on n'est pas passé à l'étape d'ensuite, d'après, pardon. Donc, et aujourd'hui, l'art et la technique, l'alliance de l'art et la technique donne l'illusion que l'on pourrait recréer un monde qui serait entièrement à la mesure de l'homme. Et il y a cette illusion forte aujourd'hui. On rêverait d'un monde qui soit, je dirais, à l'image et à la ressemblance de l'homme, à la mesure de l'homme. Alors, il y a quelque chose de juste. L'homme doit adapter son milieu, le transformer pour le rendre habitable, pour l'ordonner, pour qu'il puisse y vivre. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça va plus loin. Vous avez notamment un courant aujourd'hui qui se développe, qui s'appelle le transhumanisme, qui se développe dans les milieux. Ça vient des États-Unis principalement, comme souvent d'ailleurs, parce qu'ils sont souvent en pointe sur les questions de technologie, avec cette idée que grâce aux biotechnologies, l'alliance des technologies sur le vivant, on va réussir à créer un nouvel homme, ou en tout cas un homme débarrassé de toutes les défaillances biologiques, la maladie, la vieillesse, la souffrance, même la mort. Certains vous disent que dans 100 ans, on sera capable de ne plus de régénérer en permanence le corps. Donc avec l'illusion de recréer un monde à la mesure complètement de l'homme. Et il y a une séduction très forte dans l'activité artistique, parce que par l'activité artistique, nous sommes maîtres, nous avons une maîtrise et une certaine forme de maîtrise du monde, qui peut donner l'illusion, grâce à la technologie qui se développe de plus en plus, qu'on va pouvoir créer le monde à notre image, en fait, selon notre sagesse humaine. Et voyez les grandes messes qui sont organisées quand il y a la parution d'un nouvel objet technologique, style téléphonie, certains, donc je ne citerai pas de marque, mais enfin voilà, on voit bien, vous voyez, c'est une grande messe, quoi, avec la présentation du nouveau téléphone machin, comme étant, on est presque là à se prosterner avec l'avènement d'une nouvelle civilisation qui se profile derrière ça. Il y a quelque chose de très imaginaire, parce que vous avez l'objet technique qui est super, c'est très pratique, c'est très ingénieux, c'est formidable, mais surtout ce qui est intéressant, c'est de voir l'imaginaire que ça suscite comme révolution de la vie humaine. Vous voyez, et cet imaginaire, il est intéressant à utiliser, parce que c'est tous les fantasmes de l'homme qui sont derrière ça, vous voyez, entre un nouvel iPhone et puis le fantasme d'une vie régénérée, d'une vie connectée, d'une vie où la communication serait plus facile, la vie, on serait tous immédiatement amis, où j'aurais 2000 amis parce que j'ai cliqué et que donc j'aime, et donc je deviens en 3 secondes l'ami de l'autre. Vous voyez, tout ce monde un peu imaginaire qui n'est pas très réel. Tout ça, c'est le domaine de l'extension de l'art et de la technique. Donc ça a une place importante. Un autre champ sur la place de l'activité artistique, une autre facette de l'emprise de l'activité artistique sur le monde d'aujourd'hui, qui prend une place importante sur toute la vie humaine, c'est ça qui m'intéresse, comment l'art va s'emparer de toute la vie humaine au-delà de son champ propre, eh bien, je dirais c'est la figure de l'artiste. Et là, on sort de la question vraiment de la technologie, de l'alliance entre l'art, la science et la technique, mais plus la figure de l'artiste, de l'homme artiste dans ce qu'il a de plus grand, dans ce qu'il a de plus noble.
et dans le sens usuel qu'on utilise du terme artiste, vous voyez, qui tient une place un peu à part dans nos sociétés. Alors en même temps, c'est difficile d'être artiste. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui se sont vraiment consacrés à une activité artistique de ce qu'on appelait autrefois les beaux-arts, même si l'art contemporain a voulu casser cette hiérarchie, cet ordre entre les différents arts. Mais c'est pas évident parce que l'artiste, il n'est pas rentable. En vivre de son art, c'est compliqué. Ça l'a toujours été de toute façon, mais aujourd'hui ça l'est de manière particulière, même si en même temps vous avez un système de subvention quand même très fort. En France, c'est quand même très développé. Et c'est pas forcément les critères de réussite tels qu'on les conçoit aujourd'hui. Mais en même temps, on reconnaît quand même à l'artiste, et je pense à juste titre, une noblesse particulière. Et parmi les différents types d'orientation de vie humaine, on considère que quand même l'artiste, il a une noblesse particulière. Parfois d'ailleurs, on le lui attribue sans qu'il ait rien fait du tout. Vous voyez, mais il a un petit écriteau « Je suis un artiste » et ça suffit à susciter une espèce de vénération quasi sacrale. Et voilà, en fait, il a fait 3 croûtes avec son pinceau dans son atelier et puis ça lui a permis de multiplier les conquêtes, donc, et puis voilà, mais en fait, il ne s'est pas passé grand-chose quand même. Il y a une sacralisation quand même. La figure de l'artiste a quelque chose de fort, mais il y a une vraie noblesse dans l'artiste, ça c'est vrai. Et cette fascination, et je pense qu'il y a, même si c'est difficile de vivre comme un artiste aujourd'hui, d'être artiste aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui, il y a quand même cette fascination pour la figure de l'artiste, avec aussi tout ce que ça représente imaginativement. Voyez, parce que l'activité artistique, elle est justement pas utilitaire, elle n'est pas bassement utilitaire. L'artiste, c'est pas celui qui est dans la contingence du quotidien, qui s'occupe de choses commerciales ou de choses qui sont pas dignes de lui. Il est l'homme de l'esprit, l'homme de la créativité, l'homme de l'inventivité, l'homme du souffle, l'homme de l'inspiration. Donc ça lui confère une dignité extraordinaire. Et c'est l'homme de la gratuité qui se moque de la vie des autres. Vous voyez, l'artiste, c'est un peu le héros. Il a une figure de héros moderne. Un homme un peu à part. Et notamment, dans la figure de l'artiste, il y a une chose qui fascine particulièrement et qui se répercute sur beaucoup d'autres activités. C'est une certaine valorisation de sa liberté. La liberté de l'artiste, elle paraît être la liberté suprême. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà eu dans votre entourage, on a tous plus ou moins connu des personnalités artistiques assez originales, c'est ce qu'on appelle des originaux. Vous savez, des personnalités artistiques qui ont une vie, ils n'organisent pas leur vie comme les autres, et c'est toujours un peu folklorique. En même temps, ça a un vrai sens dans ce qu'il vit, et il y a une personnalité type de l'artiste, vous voyez, qui vit sa vie en ordonnant tout en fonction de son art, et qui lui donne une impression de très grande liberté. Il se moque des modes, il se moque des candidats ratons, il se moque un peu de tout. Il est dans sa vie d'artiste et il paraît extrêmement libre par rapport au commun des mortels qui vont travailler, qui passent leur journée devant un bureau et devant un ordinateur, qui rentrent le soir, qui doivent s'occuper des enfants, qui doivent les baigner, faire le dîner, faire les cours, changer les couches, enfin des choses très, très basiques, très matérielles. Et à côté de ça, la figure de l'artiste, ça a de la gueule, quoi. Ça a de la gueule, et qui peut susciter une certaine envie aussi. Et l'artiste peut être un peu amateur de lui-même, cultiver sa personnalité, c'est-à-dire cultiver en fait l'apparence de l'artiste, parce que la vérité de l'artiste, c'est pas sa personnalité atypique, ça c'est les effets secondaires. Mais voilà, il y a certains artistes qui apprécient cultiver l'apparence. Alors ça pose une question très importante, qu'on reverra. C'est au fond, quelle place tient la dimension artistique dans la vie humaine, et notamment celle de l'artiste qui se consacre entièrement à l'art. C'est une question que se pose, je pense, chaque artiste quand il est vraiment investi corps et âme dans son activité, qui lui a consacré sa vie. Est-ce que l'art, dans ce qu'il a de plus noble, peut finaliser la vie de l'homme? Est-ce que, finalement, la vie de l'artiste, même si elle est à part, même si peu de personnes sont capables de la vivre vraiment, tout le monde n'a pas ce talent-là, est-ce que la vie de l'artiste, c'est pas la vie humaine dans toute sa perfection, qui exprime la vie de l'esprit dans ce qu'elle a de plus parfait, et avec une consécration, parce que c'est la vie de l'esprit, l'imagination, la créativité, l'inspiration, le travail, le corps, l'esprit, et donc qui assumerait la vie humaine dans toutes ses dimensions, dans toute sa force. Et est-ce que l'art est l'expression parfaite de la vie de l'esprit de l'homme, et donc capable de finaliser et d'assumer toutes les ressources de sa vie?
Finalement, est-ce que l'art, c'est la fin de la vie humaine ? Et bien souvent, les artistes, en plus de ça, quand vous leur parlez de dimension morale, alors là, faut pas si vous avez des amis artistes, leur parlez pas, pour les faire venir ici, leur dites pas qu'il y a des conférences sur la dimension morale de l'homme, parce qu'ils viendront pas. Hein. Donc, peut-être que déjà vous avez eu du mal à venir, mais vous avez peut-être pas prévenu alors. Et alors, vous voyez, l'artiste, il n'aime pas être soumis à autre chose. Est-ce que la dimension morale doit s'effacer pour que l'art puisse être pleinement lui-même ? Est-ce qu'il faut mettre un peu de côté sa vie morale pour que la dimension artistique puisse être pleinement elle-même ? Est-ce que la morale ne vient pas contraindre un peu la vie artistique de l'homme ? Voilà, alors ça c'est une autre question qui se pose, vous voyez, dans ces rapports entre la vie de l'homme, la conquête de son bonheur, et la question de l'art et la dimension artistique. Et je dirais le dernier point sur lequel je voulais m'arrêter, sur cette place de l'art, je vais un peu vite, hein, mais je vais juste vous donner quelques flashs successifs. L'autre aspect qui me paraît aussi très important sur la place de l'activité artistique dans le monde d'aujourd'hui, c'est que l'activité artistique, la construction de l'activité artistique, rejaillit même sur le plan des idées, vous voyez, sur le plan de l'anthropologie, la conception qu'on a de l'homme. Vous avez beaucoup de ce qu'on appelle des anthropologies, des conceptions de l'homme, qui regardent l'homme, qui conçoivent ce qu'est un homme à la lumière et à partir de ce que c'est que la dimension artistique. Et la vie humaine, qu'est-ce qu'elle devient ? Et c'est archi présent aujourd'hui, la vie humaine devient la réalisation de projets, une succession de projets que j'ai librement décidé, et ma vie humaine, la vie d'une personne, c'est le déroulement d'un projet ou de plusieurs projets. Ce qui pose des questions aussi pour les personnes que vous accompagnez, qui ont dû s'asseoir et abandonner la plupart ou la totalité de leurs projets. Si la vie humaine, c'est la vie artistique dans le déroulement de projets successifs, si la mesure d'une vie humaine, c'est les projets que l'on réalise, c'est la réalisation et la conception de projets, que vaut la vie des personnes que vous accompagnez ? Parce que un SDF, il n'a plus de projet, hein, et qui est source de désespoir. Hein. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup d'anthropologie où l'homme est donc un être de projet, il est donc créateur de son identité, créateur de ses finalités, créateur du sens de sa vie, c'est lui qui se donne à lui-même le sens de sa vie. C'est extrêmement présent dans toutes les questions éthiques aujourd'hui, sur les études sur le genre. Toutes ces questions-là, vous voyez, impliquent cette place de l'activité artistique, cette vision de l'homme qui doit être le concepteur, le sculpteur de sa propre vie. Vous savez, Michel Onfray a écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle « La sculpture de soi ». L'homme est l'artiste de sa propre existence. Êtes-vous l'artiste de vos existences ? Votre vie humaine consiste-t-elle à construire des projets successifs, à se façonner d'une manière un peu esthétique ? C'était la morale notamment de Michel Foucault. Hein. Se construire esthétiquement, avoir un style de vie. Vous voyez, vivre sa vie à la façon d'un style de vie. Ça ne veut pas dire que c'est complètement faux, mais ça pose des questions. Mais est-ce que ça suffit à exprimer ce qu'est une vie humaine ? Alors vous voyez, à travers ces petits flashs successifs, aussi bien du point de vue de nos activités pratiques que du point de vue d'enjeux de société, la question de l'art et de la morale, entendu au sens de la recherche de notre bonheur personnel, de l'épanouissement de notre personne, est un problème vraiment brûlant aujourd'hui, parce que nous sommes dans un monde, et peut-être que ça s'éclairera au fur et à mesure, qui est vraiment extrêmement marqué par la dimension artistique, façonné par ça. Alors la question qu'il faut se poser, et c'est ça le thème que j'aimerais voir avec vous, parce qu'évidemment on ne va pas aborder tous ces sujets en 4 conférences. Hein. D'abord, je n'aurai pas la tension d'y couvrir tous, bien sûr, c'est des sujets qui peuvent être indéfiniment creusés, mais ce qui m'intéresse le plus, parce que c'est ce qu'il y a de premier, et d'une certaine façon le plus éclairant pour chacun d'entre nous, c'est d'essayer de voir dans nos propres vies pratiques, la vie de nos activités, des actes que nous posons chaque jour. Prenez la totalité, tous les actes que vous posez dans une journée, c'est très varié, très multiple. Eh bien, comment s'articulent ces deux dimensions dans nos vies ? Vous voyez ? Comment est-ce que ça se distingue ? Comment ça s'ordonne ? Alors c'est pour ça que je veux regarder et qu'on verra la question de l'art et de la prudence. Je vais expliquer dans un petit moment le sens que je donne à ces mots et pourquoi ces deux mots signifient quelque chose qui est vraiment
un enjeu stratégique, philosophique de la question. Alors, pour commencer, et pour bien entrer dans le sujet, même si j'ai déjà fait quelques introductions, il faut commencer par préciser certaines choses et distinguer avec précision ces deux types d'activités que sont l'activité artistique et l'activité morale. C'est le point de départ. Qu'est-ce que c'est vraiment que l'activité artistique et comment ça se distingue de l'activité morale? Comment les deux activités se structurent? Alors on va juste effleurer quelques points, mais qui vont peut-être permettre d'essayer de distinguer, parce que c'est comme il faut partir de là. Si on veut voir ensuite les rapports entre ces deux dimensions, il faut déjà se mettre d'accord sur ce dont on parle. Alors, l'activité artistique, qu'est-ce que j'entends par là? Parce que j'ai parlé de plusieurs choses différentes, la technique, l'efficacité, l'artiste au sens habituel du terme. Donc, l'activité artistique, qu'est-ce que j'entends par là? L'activité artistique, fondamentalement, c'est l'activité qui est ordonnée à la réalisation d'une œuvre, à la production de quelque chose, d'un résultat extérieur à mon activité. Alors après, vous voyez que derrière ça, il y a quantité de types d'activités artistiques. Il n'y en a pas qu'une seule. Mais fondamentalement, l'activité artistique, c'est une activité dont le but, dont la fin est extérieure à elle-même. Je ne travaille pas pour travailler, je travaille pour faire quelque chose et produire quelque chose, un résultat tangible. Vous voyez, si vous allez voir votre N+1, si votre N+1, votre responsable hiérarchique passe et il vous voit comme ça, vous lui demandez qu'est-ce que tu fais? Je travaille. Pourquoi faire? Je travaille. Ça n'a pas de sens. Vous travaillez pour faire quelque chose, pour produire un résultat. Normalement, il y a quelque chose de visible. Alors, c'est plus ou moins matériel. Si c'est quelque chose de virtuel sur les supports informatiques, c'est peut-être pas palpable comme un artisan qui fabrique un menuisier qui fait une table. Mais il y a un résultat. L'activité artistique, c'est une activité du faire, de la production. Et je fais quelque chose, et le premier réalisme de l'activité artistique, du travail, c'est de produire quelque chose. Et premier réalisme, c'est qu'il faut que j'aboutisse. Si je travaille et j'aboutis jamais à rien, c'est que mon activité manque de réalisme. Il y a quelque chose qui n'aboutit pas. Ensuite, cette activité artistique, elle va se décliner de plusieurs façons. L'activité la plus fondamentale, c'est l'activité artisanale. L'art est né comme ça, par une dimension extrêmement artisanale, de fabrication d'outils, pour mieux vivre, pour adapter son milieu, pour fabriquer un toit, pour chasser, pour faire pousser des artichauts, enfin l'agriculture, enfin l'élevage, tout ça, c'est le domaine de l'art artisanal. C'est l'activité la plus fondamentale, qui aujourd'hui a été un peu effacée avec l'emprise de la technique, puisqu'on a voulu remplacer l'activité artisanale pour une productivité plus grande par la technique. Est-ce que ça donne la même qualité? Ça, c'est une question intéressante. Pas toujours. Vous voyez. Donc l'activité artisanale, c'est la plus fondamentale. Vous avez ensuite toute l'activité technique, tout ce qui est en lien avec les outils techniques où la technique prend une place déterminante dans l'activité qui est faite. Quand vous travaillez sur vos ordinateurs, on vous coupe votre ordinateur. Si vous avez une activité de bureau où votre activité principalement se passe derrière un ordinateur, s'il y a une panne d'électricité, ça vous est peut-être déjà arrivé, c'est les vacances, quoi. Parce que vous ne pouvez plus travailler. Alors, vous pouvez ranger votre bureau, vous classez vos dossiers, mais vous êtes, voilà, on ne peut plus faire. Voilà. Donc, alors le chef passe, on fait semblant de s'activer et tout, puis après, on attend que l'électricité, le courant revienne, quoi. Parce que, bon. Et ensuite, vous avez aussi comme grande activité artistique, qui est la plus noble, c'est l'activité de l'artiste au sens usuel du terme. Ce qu'on appelle les beaux-arts, même si voilà, cette distinction, cette notion est remise en cause aujourd'hui, mais ce n'est pas le sujet. Donc l'activité artistique, c'est une activité de production, de faire. L'activité morale, qu'est-ce que c'est? Alors l'activité morale, on a beaucoup d'a priori négatifs sur cette activité. Et parce que on considère déjà l'image que l'on se fait de l'homme moral, elle n'est pas très positive. Et l'homme moral, c'est celui qui est, on se représente tout de suite l'homme qui est droit, juste, vertueux, responsable, sérieux, il tient sa parole, il fait ce qu'il dit, il respecte ses engagements. Mais il a un problème, l'homme moral, c'est qu'il est terriblement ennuyeux. Vous voyez. On n'a pas envie d'aller boire une bière avec lui le vendredi soir, on préfère boire la bière avec l'artiste, quoi, parce que l'homme moral,
En plus, il nous renvoie à toutes nos limites, tous nos défauts. Quand vous avez quelqu'un d'extrêmement vertueux à côté de vous, et si vous l'êtes un peu moins, voire pas du tout, eh ben, ça vous fiche des complexes parce que vous dites en permanence, j'y arriverai jamais. Et puis, voilà, ça vous éteint parce que vous avez un idéal moral tel que je vais jamais y arriver, je serai jamais comme lui. Et puis vous essayez, puis ça rate en plus. Alors ça agace en plus, et en plus on finit par le détester, quoi, en fait. Et voilà. Donc l'homme moral, on a une vision assez moralisante, vous voyez. Et puis je dirais après la philosophie de Nietzsche. Nietzsche a quand même l'homme moral, il l'a un peu guillotiné, quoi. Enfin, la dimension morale de l'homme, de la vie humaine, elle est perçue comme une dimension castratrice, pardon, voilà. Et aussi avec la dimension, avec le freudisme aussi, toute la question du surmoi. Donc, on voit donc la dimension morale de l'homme comme un ensemble de normes, de règles, de lois, lois extérieures, lois intérieures qu'on s'est données à soi-même, qu'on a reçues dans notre éducation, qui en fait étouffent la spontanéité de l'homme. C'est les grandes critiques de Nietzsche, c'est-à-dire que ça tue, la morale tue la vie, en fait. Cette espèce d'élan vital de l'homme extraordinaire, et ben l'homme moral, il l'étouffe, il empêche de l'exprimer, cette dimension de vitalité humaine. Et il y a une morale qui fait ça. C'est pas faux de dire ça. Et donc la morale, en fait, c'est le domaine des interdits. De la loi morale, c'est bon, il y a le domaine du plaisir, des loisirs, et puis il y a la vie morale qui nous contraint. C'est une vie de contrainte, la vie morale, en fait. On considère qu'il faut la suivre, et puis si on est chrétien, on se dit on s'imagine qu'il faut doublement la vivre, mais en même temps, elle nous étouffe doublement, et elle nous épanouit pas quand elle est conçue de cette façon-là. Il y a toute une éducation qui a aussi engendré les années 70, les années 60, parce que c'était vécu de manière extrêmement moralisante. Je pense qu'en réalité, la dimension morale de l'homme, c'est pas du tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de loi, qu'il n'y a pas de règles, mais comment ça se situe dans notre expérience. Alors, qu'est-ce que c'est que l'activité morale ? L'activité morale, contrairement à l'art, et c'est ce qui la distingue de l'activité artistique, c'est qu'elle n'a pas immédiatement un résultat extérieur. L'activité morale, elle est d'abord intérieure à l'homme. Vous voyez ? Je prends un exemple, tout le domaine de l'amour, qui fait partie de la dimension qui n'est pas totalement la dimension morale, mais qui implique une dimension morale. Eh bien, l'expérience de l'amour, elle n'est pas finalisée par autre chose que d'aimer. Quand vous aimez quelqu'un, vous l'aimez pour l'aimer, parce que vous l'aimez, tout simplement. Alors Platon, par exemple, le philosophe Platon disait que la finalité ultime de l'art, c'était la production artistique, la production de sagesse, la production philosophique. Vous voyez ? Pour lui, il y avait l'amour, l'éros, quand il arrivait à son terme, il engendrait. Il engendrait alors la fécondité biologique, mais pour lui, c'était surtout la fécondité spirituelle, ce qui est une vision assez artistique de l'amour. Parce que chez l'artiste, effectivement, qui est porté par un élan amoureux, ça le pousse à produire. Mais du point de vue de l'amour stricto sensu, c'est pas vrai. Vous aimez pour aimer. L'amour a sa gratuité, a sa nécessité intérieure. Et il se suffit à lui-même. Donc l'activité morale, c'est quoi ? C'est tout le domaine de nos intentions, c'est-à-dire le domaine de notre orientation profonde de vie vers tel ou tel bien que l'on considère comme étant capable de nous donner un certain bonheur. Et l'activité morale, elle se structure fondamentalement par votre intention profonde qui vous oriente vers la conquête de tel ou tel bien. Donc l'activité morale, c'est pas d'abord l'application d'une loi, c'est pas d'abord l'application de préceptes qui sont extérieurs à vous et qu'il va falloir d'une façon ou d'une autre faire entrer dans votre vie parce qu'il a été écrit que c'est bien d'être poli, d'être juste, d'être vertueux, d'être tempérant, d'être tout ça. Et alors, ça s'impose de l'extérieur, et on ne comprend pas trop pourquoi. C'est comme un corps étranger qu'il va falloir assimiler tant bien que mal. Puis au bout d'un moment, on le rejette, comme tous les corps étrangers. Et ça reste formel. Et très souvent, on conçoit la morale de manière formelle, comme un formalisme moral, comme un ensemble de règles qu'on doit appliquer. Et règles politiques, règles religieuses, la morale religieuse. Et le christianisme n'est pas une morale, il implique une morale, mais qui est très particulière. Mais ce n'est pas une morale.
voyez. Et donc, notre activité morale, c'est bien plus profond que ça. C'est tout ce domaine de nos choix que nous posons pour conquérir notre bien personnel, notre bonheur le plus personnel. Vous voyez, cette conquête de notre épanouissement personnel, cette orientation que nous voulons donner à nos vies parce qu'on considère que telle chose est pour nous un bien. Et on va se structurer dans une intention, c'est-à-dire une orientation de notre volonté vers tel bien. Alors après, on peut orienter notre vie et nos intentions vers des biens très très différents. Ça peut être la réussite professionnelle. Ça peut être la réussite si vous êtes étudiant, les concours, les diplômes, les examens. Ça peut être le succès, ça peut être la reconnaissance d'autrui, ça peut être les honneurs, ça peut être le pouvoir, l'argent, la jouissance, ça peut être l'amitié, la vie familiale, la foi. Enfin, les intentions sont extrêmement variées. Il y a des manières extrêmement diverses et variées d'orienter sa vie. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'une seule orientation possible. Il y a différentes orientations dans nos vies, dans l'unité de nos vies. Voyez ? Eh bien, ces différents biens vers lesquels on oriente nos vies, c'est ça qui qualifie notre vie morale. Voyez ? En fait, ce n'est pas d'abord les lois que vous respectez qui qualifient votre vie morale. C'est l'orientation profonde de votre cœur, de votre amour, de votre volonté vers tel ou tel bien. Et interrogez-vous, qu'est-ce qui suscite dans votre vie un vrai désir? Où sont vos désirs? C'est cette parole de Jésus, là où est ton désir, là aussi sera ton cœur. Je cite de mémoire, mais là où est ton trésor, là aussi sera ton... C'est ça, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Qu'est-ce qui est pour vous votre trésor? Qu'est-ce qui est pour vous votre bien? Quelle est dans votre vie? Il y a quantité de choses. Notre vie, elle n'est pas faite que d'une seule activité. Il y a les amis, les relations, les loisirs, il y a quantité de choses. Mais quel est le trésor de votre vie? Où se trouve-t-il le trésor de votre vie? Et qu'est-ce qui est le trésor caché? Alors peut-être vous ne l'avez pas encore découvert. C'est possible. Mais quel est ce bien le plus secret de votre vie qui noue votre intention humaine la plus profonde? C'est une question que toute personne humaine se pose. Alors aujourd'hui, la société de consommation pense pouvoir nous dispenser de cette question-là. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on arrive parfois, je vais être un peu sévère, mais à un niveau de consommation tel et d'abrutissement généralisé que finalement, ça nous dispense apparemment parce que c'est la société du spectacle de Pascal, quoi. Je confonds. La société du spectacle, c'est Guy Debord, excusez-moi, mais c'est la place de toute la fantaisie, de toute la dimension de superficialité qu'il peut y avoir dans nos vies. Vous voyez, et comment ça se situe dans nos vies? Vous voyez, c'est une question extrêmement importante parce que je pense qu'aujourd'hui, tout est fait pour nous éloigner de cette question-là. Vous voyez, tout est fait pour nous empêcher de nous structurer et nous ordonner vers un bien qui soit proprement humain. Parce que selon la qualité du bien que vous recherchez, selon la qualité du trésor de votre cœur, votre vie morale n'a pas la même qualité. Si vous recherchez uniquement la puissance, l'honneur, l'argent, votre vie morale a une qualité qui est quand même pas totalement humaine, parce que c'est pas une finalité complètement humaine. Ça fait partie de la vie, mais c'est pas suffisant. Donc, vous voyez, notre vie morale, en fait, elle est commandée par l'amour. Pas seulement l'amour de l'autre, mais l'amour, c'est-à-dire cette attraction de notre cœur vers telle ou telle orientation, tel ou tel bien, vers tel ou tel bien qui nous attire. Ça peut être la recherche de la vérité, ça peut être la connaissance, ça peut être quantité de choses, ça peut être le dévouement à autrui. Alors après, qu'est-ce qui est la vraie finalité de l'homme? C'est ça la question philosophique qui se pose. Quel est le bien proprement humain? Y en a-t-il un? Y a-t-il un ordre entre les différents biens? Ça, c'est une question philosophique. Alors, donc, et c'est seulement dans un second temps que la question des règles, la question de la loi se pose, la question du devoir moral se pose. Mais notre vrai devoir moral, on le doit par rapport non pas à une loi extérieure à nous, mais par rapport à ce qui est le vrai bien de notre vie, dans la mesure où c'est un bien humain, et ce n'est pas un bien qui nous dégrade. Le vrai devoir, il est là. Donc ce n'est pas un devoir qui vient de l'extérieur, c'est une nécessité intérieure de conquérir notre bien. Ça, c'est la vie morale,
qui ensuite se développe dans la relation à autrui, la vertu, etc. Mais c'est pas premier. Vous voyez ? Et donc notre vie morale, elle se noue par des intentions. Une personne qui n'a aucune intention profonde de vie, eh bien, il y a quelque chose qui n'est pas noué dans sa vie morale. Et ce qui va se passer, c'est que la personne vivra au gré du vent, au gré des opinions, au gré de ce qu'elle verra autour d'elle, mais elle n'est pas nouée. Vous voyez ? Donc, on ne se noue pas immédiatement dans la vie. Hein. À 18 ans, on n'est pas noué de manière morale complètement. Hein. C'est progressif. Hein. Puis c'est toute notre vie, on se reprend constamment dans nos intentions. Et la vie morale, elle commence par ses intentions et elle se concrétise ensuite dans des actes. Il ne faut pas que ce soit juste intérieur et qu'il n'y ait jamais aucun acte qui soit posé, bien sûr. Alors, vous voyez, ces deux activités, ça c'est une petite remarque importante, ces deux activités, elles ne sont pas séparées. L'art et la morale, l'activité artistique et l'activité morale, ce n'est pas des tiroirs, c'est une distinction philosophique. C'est-à-dire, je n'ai pas mon quart d'heure activité professionnelle, puis mon quart d'heure activité morale. Vous voyez ? Puis alors, je rentre chez moi, je range le tiroir travail, et puis je sors le tiroir moral. Pas de chance, parce que quand je rentre, je dois faire la cuisine pour mes enfants, et je continue un troisième tiroir travail, parce que faire la cuisine, c'est une activité artistique. Plus ou moins réalisée, si elle se réduit à mettre le plat Picard dans le micro-ondes, c'est une activité artistique assez réduite, mais il y a quand même un résultat, hein, c'est passer du chaud au froid. Donc bon, mais c'est moins qualitatif que si vous avez fait vous-même. Mais ce qui est important de voir, c'est que ces deux activités, c'est une distinction qu'on fait. C'est une distinction, c'est pas une séparation. De même, quand vous travaillez, vous avez des intentions. Vous travaillez pour faire telle chose, mais peut-être que vous travaillez pour faire vivre votre... En général, on travaille pour gagner sa vie. Hein, c'est quand même la plupart des personnes, c'est le cas. Donc, il y a une intention morale extérieure au travail, qui est celle de l'homme qui travaille. Et donc, vous voyez, distinction, mais pas séparation. Il ne faut pas faire des tiroirs, parce que sinon on ne comprend plus rien. Les deux sont toujours mêlés. Et de même, dans l'activité morale, dans la conquête de votre bien, ça passe par la réalisation artistique de certains projets, de certaines choses. Donc c'est une distinction. Et ce qu'on va voir, et ce qui va nous occuper, ce qui m'intéresse, une fois que j'ai fait ces distinctions, et si c'est un peu, si vous voyez un tout petit peu, eh bien, c'est de comprendre que finalement, ces deux activités sont tellement liées qu'on finit souvent ou facilement par les confondre. Hein, je vous l'ai dit au début, et qu'on va vivre la structure d'une activité dans l'autre domaine. Et je prends un exemple. Vivre sa vie morale à partir d'un idéal de vie morale, un idéal de perfection. Et ça guette fréquemment les chrétiens. Les catholiques, souvent, sont comme ça. Ils ont un idéal de vie morale. C'est pas la vie morale, ça. Hein. C'est artistique. Et c'est artistique de vivre sa vie sur l'idée d'une recherche de perfection. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas y tendre, mais il faut comprendre dans quel esprit c'est. Et vivre sa vie morale sur la base d'un idéal, c'est une modalité artistique de sa vie morale. Vous voyez, quand vous cherchez à être l'image que vous aimeriez être, et quand vous avez la petite image, votre petit surmoi qui vous dit « je devrais être comme ci, comme ça », et constamment vous recherchez à être à l'image de ce que vous aimeriez être, et c'est typiquement une modalité artistique de vivre sa vie morale, qui rend bien malheureux en réalité. Hein. S'il y en a qui parmi vous sont très idéalistes et cherchent à vivre leur vie humaine à partir d'un idéal qu'ils ont conçu eux-mêmes, c'est la meilleure façon d'être malheureux, hein, parce qu'on n'arrive jamais à être à la hauteur de ses aspirations, de ce qu'on aimerait être, on ne le devient jamais, puis quand on le devient, finalement, c'est encore autre chose qui arrive, et donc on est malheureux. Alors, pour terminer, qu'est-ce que c'est que l'art et la prudence, hein? Puisque là, j'ai distingué activité artistique, activité morale. Pourquoi parler de l'art et la prudence ? Alors, qu'est-ce que c'est que l'art et la prudence, puisque ça va nous occuper dans les 3 autres conférences ? Eh bien, nos activités artistiques, comme nos activités morales, si elles sont vécues de manière vraiment humaine, elles sont ordonnées par notre intelligence. Normalement, quand vous travaillez, je sais bien que la place du hasard a pris une grande part dans l'art contemporain, hein, puisque certains artistes prennent comme principe artistique le hasard. Vous savez, Pollock, par exemple, Jackson Pollock, son principe artistique, hein, durant une partie de sa vie, c'était de peindre à partir du hasard. Donc il prenait des toiles, il envoyait la peinture dessus, il était dans un état de semi-transe,
et il faisait une œuvre qui était supposée exprimer le plus profond de son inconscient, parce que il fallait sortir l'art des déterminations classiques qui empêchaient l'art de vraiment exister, et donc il fallait faire surgir les forces instinctives de l'artiste, et donc se livrer un peu au hasard, un hasard habité par l'inconscient de l'homme. Mais normalement, si vous travaillez dans l'activité artistique, en principe, elle est commandée par votre intelligence, elle n'est pas absente. Vous essayez de travailler avec intelligence. De même, dans la conquête de votre bien personnel, vous réfléchissez et votre intelligence est présente à cette activité, en lien avec l'amour, mais enfin, l'intelligence éclaire, donne une lumière. L'intelligence, en fait, tout simplement, elle est impliquée dans notre vie pratique. Et l'intelligence, elle est au service de notre vie pratique. Il y a deux grands types d'intelligence. L'intelligence spéculative qui cherche à connaître, pour connaître, l'intelligence scientifique, l'intelligence philosophique, l'intelligence dans les sciences humaines qui s'intéresse à la connaissance pour elle-même, mais il y a fondamentalement un développement de notre intelligence qui est premier, qu'on ne développe pas forcément beaucoup en France, dans nos systèmes éducatifs, mais qui est l'intelligence pratique. Et avant d'être très spéculatif, ça vaut la peine d'avoir un minimum de sens pratique et d'intelligence pratique pour se gouverner dans la vie, pour savoir se débrouiller. C'est quand même utile, vous voyez. Donc, notre intelligence, elle est engagée dans nos actions. Et si elle est engagée dans nos actions, eh bien, ça veut dire qu'elle est capable de se perfectionner. Et elle est capable de se qualifier. Et elle se qualifie comment ? De plusieurs façons, par l'expérience. Et à force de vous être pris 10 fois le même mur, il y a un moment, vous comprenez, peut-être il faudrait que je fasse autrement. Vous savez, des tempéraments comme ça qui sont têtus, il faut se prendre 50 fois le même obstacle en pleine figure pour qu'à un moment, ça bouge parce que, peut-être qu'effectivement, il y a un éveil de l'intelligence à un moment, on ne sait pas pourquoi, mais miracle, il a enfin compris qu'il devait arrêter de faire ça, parce qu'il se faisait du mal. Mais parfois, il faut du temps. Et donc, l'intelligence, elle se qualifie. Elle se qualifie par l'expérience, elle se qualifie aussi par l'apprentissage. Dans le domaine du travail, il y a l'expérience et il y a la question de l'apprentissage, d'apprendre aux côtés d'un autre. On apprend un métier à côté de quelqu'un d'autre qui nous montre comment on fait. L'artisan, avant de commencer à faire, il va regarder comment fait son maître. Et il y a une partie d'apprentissage qui qualifie progressivement notre intelligence pratique. Et c'est là où je veux en venir. Notre intelligence pratique ne se qualifie pas de la même façon dans le domaine artistique et dans le domaine moral. Dans le domaine artistique, la qualité de l'intelligence artistique réalisatrice, c'est ce qu'on appelle en philosophie proprement l'art, qui est un mot qui vient du grec techné, qui a donné le mot technique, et qui signifie l'art au sens de cette qualité acquise de l'intelligence par l'apprentissage d'un métier, par l'apprentissage d'une compétence. Aujourd'hui, on parlera du savoir-faire, on parlera des compétences, vous voyez, de ce que j'ai acquis comme qualité de mon intelligence dans la réalisation artistique. Et ça, c'est le domaine, c'est ce qu'on appelle proprement l'art. Donc l'art, ce que j'entends derrière le mot art, c'est cette qualité de notre intelligence qui s'est perfectionnée en travaillant et en acquérant une compétence et un certain savoir-faire, une capacité de mieux réaliser les choses. C'est ça que j'appelle l'art, qui commande toute l'activité artistique. Et plus je suis qualifié dans mon art, dans mon intelligence artistique, mieux je vais réaliser les choses, plus je vais avoir du jugement, je vais avoir un jugement bien pointu sur certaines choses. Regardez le jugement d'un artiste, le jugement d'un artisan. Vous ne voyez rien et lui, il voit tout de suite ce qui ne va pas, les défauts, la matière n'a pas bien été maîtrisée dans tel aspect. Et les artistes aussi sont comme ça, terribles entre eux. Ils se critiquent mutuellement parce que vous n'aurez pas vu, vous aurez l'impression d'avoir un chef-d'œuvre devant vous, puis vous direz mais non, tu ne vois pas parce que la perspective n'est pas réussie, là il a raté un peu telle forme. Enfin, le regard, l'intelligence liée au sens est aiguisée par son art. Après, il y a différents types d'art. L'art dans le domaine artisanal, la qualification de l'intelligence dans le domaine plus de la technique, et la qualification de l'intelligence vraiment dans le domaine des beaux-arts.
Le développement de ce que j'appelle donc l'art, cette qualité de l'intelligence, ça va développer un type de personnalité. La source de la personnalité de l'artiste, que vous pouvez constater, si c'est un vrai artiste, c'est ce qu'on appelle cet art, ou ce qu'on appelle aussi en philosophie les habitus d'art, c'est-à-dire des qualités acquises qui perfectionnent notre intelligence, qu'on a acquises par le travail, et qui vont donner un type de personnalité humaine. La personnalité de l'artiste est en général très attachante. Et les artistes sont des gens très sympathiques à côtoyer, qui peuvent être en même temps très désagréables parfois, mais qui ont une personnalité attachante, parce que ce sont des gens passionnés, très investis, très observateurs, qui voient les choses avec un regard assez différent des autres. Donc, il y a vraiment une qualité, une grande noblesse. L'art est une des grandes noblesses de l'homme. Ça, c'est la qualité au niveau artistique. Et je peux développer mon intelligence pratique, et ma vie humaine demande de le faire, dans le domaine de ma vie morale. Et la qualité propre dans la vie morale, il y en a plusieurs, mais celle de mon intelligence, c'est ce qu'on appelle la prudence. Alors on verra ce que c'est, parce que c'est une vertu extrêmement importante. La prudence, qu'est-ce que c'est? C'est cette qualité de mon intelligence qui me rend intelligent dans la recherche de mon bien, dans la recherche de ma fin, dans l'organisation des moyens pour y parvenir, dans la connaissance de moi-même, pour réussir à conquérir mon bien personnel. Vous savez, on voit parfois des personnes qui semblent un peu inadaptées au bonheur. On a l'impression que ça ne fonctionne jamais, qu'ils n'y arrivent jamais, parce qu'il y a l'intelligence prudentielle ne s'est pas nouée. Il y a quelque chose où ils ont du mal à l'acquérir en fonction d'une éducation. Voilà, il peut y avoir quantité de raisons. Vous voyez ? L'homme prudent, qu'est-ce que c'est? Et on verra que la prudence n'est pas la caricature qu'on en fait. L'homme prudent, c'est l'homme timoré. L'homme circonspect, qui s'engage que vraiment, quand il a bien évalué, qu'il ne prendra pas de tuile sur la tête, qu'il n'y a aucun risque à prendre, là, je peux peut-être faire un pas et avancer d'un mètre. L'homme prudent, c'est un homme qui s'engage, mais qui s'engage avec intelligence, qui a le sens du moment opportun, qui a le sens de ce que sont les autres, qui a le sens du milieu de vie dans lequel il est. Il a l'intelligence du milieu. Il sait que dans tel milieu, il ne faut pas s'engager et agir de la même façon que dans un autre milieu. Il a cette intelligence pratique de sa vie. Et il a une connaissance de lui-même, de ses limites. Il a la capacité de ne pas s'enfermer dans ses limites parce qu'il sait tromper ses limites, je dirais, ou en tout cas les assumer, les intégrer dans sa vie, vous voyez, et qui n'est pas écrasé. Il connaît son caractère, ses forces, ses faiblesses. L'intelligence prudentielle est une très grande chose. Quand vous avez un homme vraiment prudent, c'est quelque chose de très très grand. Et ça donne un type de personnalité, on le verra, qui est très différente. L'homme prudent n'a pas du tout la personnalité de l'homme artiste. L'homme artiste, c'est la personnalité de l'artiste, c'est de la personnalité de l'homme inspiré, qui a des idées. Vous avez des personnes comme ça qui ont des idées toutes les 5 minutes, ils ont une nouvelle idée. Vous voyez, ils sont extrêmement inventifs. C'est une disposition à l'art, ça. Vous voyez, ça vient sans arrêt. Ils ne peuvent pas s'empêcher, ils ont besoin de créer en permanence. Vous savez, Picasso était beaucoup comme ça. Je ne sais pas si vous... Picasso, après on aime ou on n'aime pas, c'est pas la question, mais il avait une capacité d'inventivité et de créativité qui était extraordinaire dans sa vie. Si vous regardez toutes les phases à travers lesquelles il est passé, il y a une puissance de créativité qui est extrêmement forte. Après, on aime son art, on n'aime pas, c'est une autre question. On trouve qu'il a corrompu certaines choses ou pas, c'est autre chose. Mais il a une capacité d'inventivité. Tous les courants artistiques qu'il a suscités, c'est vraiment étonnant. Une puissance de production et d'inventivité très forte. Ça, c'est la personnalité de l'artiste. L'homme prudent, il n'a pas du tout la même personnalité. L'homme prudent, il a le sens de sa fin humaine. Il a le sens de son bien humain et des moyens qu'il faut acquérir pour pouvoir y parvenir. Donc ce sont des personnalités très différentes. Donc je vais terminer là, mais tout ça pour vous dire quoi en fait? Eh bien que entre l'art, cette qualité qui perfectionne notre intelligence dans le domaine artistique, et la prudence, cette qualité de notre intelligence qui perfectionne la conquête de notre bonheur et notre bien humain, il n'y a pas d'opposition en soi. Toutefois, comme notre vie humaine est limitée, comme on a des dispositions plutôt dans un sens ou plutôt dans un autre, eh bien, parfois, les deux se confondent. C'est vers ça que je veux vous amener au fur et à mesure des conférences, pour vous montrer combien facilement, et notamment combien facilement la dimension artistique peut s'emparer de toute notre vie
et nous empêcher de nous développer sur le plan humain, hein. Même si l'art est une très grande qualité de l'homme, hein. L'art est une vraie noblesse, c'est proprement humain l'art. C'est une des grandes caractéristiques de l'homme. Mais ce qui est important, c'est d'avoir l'intelligence de la distinction des deux, pour ne pas commettre d'erreurs, pour ne pas rater son but, pour que l'art soit pleinement ce qu'il doit être, à sa place, qu'il ne soit pas moralisé. Vous savez, il y a parfois, même je trouve, moi, un peu parfois dans certains milieux chrétiens, on peut sentir une espèce de moralisation de l'art, vous voyez. L'art, une espèce d'art pieux qui est là pour vous édifier moralement. Et c'est le contraire de l'art, ça, hein. Qui est là avec une réalisation artistique plus ou moins réussie, mais alors qui se veut extrêmement moralisateur, enfin une édification morale de... Voilà. L'art n'est pas que ça, vous voyez, c'est quand l'art veut être uniquement au service de l'éducation. L'art n'a comme fin que de permettre d'éduquer à la vertu. Désolé, c'est pas la seule finalité, c'est pas la finalité proprement humaine, proprement artistique. Et l'art a une finalité beaucoup plus profonde, d'évoquer des choses spirituelles et humaines bien plus profondes que d'éduquer à la vertu de tempérance, à la vertu de justice, ou même si ces vertus sont très grandes, hein, c'est pas la question. Et de même que la prudence ne se vive pas sur un mode artistique, c'est que je ne conçoive pas la recherche de mon bonheur et de ma fin comme la réalisation d'un projet artistique ou d'un idéal de vie. Ça n'est pas ça la vie morale. Et donc voilà, c'est ça que j'aimerais creuser avec vous. La prochaine fois, on essaiera de voir qu'est-ce que c'est que l'art. L'idée, ce serait qu'après, on voit un peu ce que c'est que la prudence, qui est une très grande qualité, qui est très importante à comprendre pour vivre notre vie humaine. Et puis, la dernière conférence, ce serait de voir un peu les confusions entre les deux, qui est très intéressant et très éclairant. Voilà, je suis désolé, j'ai été un peu long, j'ai parlé vite, mais je vous remercie de votre écoute.